Bonjour, on se retrouve aujourd'hui autour d'un texte qui m'a été envoyé par Mathis. Mathis a 17 ans et pendant le confinement, il a réfléchi à la manière dont on pourrait améliorer le système éducatif. De sa réflexion, il a tiré un texte, une proposition qu'il a envoyée à sa députée. Et ce texte, il me l'a également envoyé. Et vous le savez, vous pouvez également m'envoyer vos textes politiques ou littéraires à l'adresse que vous avez sous cette vidéo. Venons-en à la lettre de Mathis. Je vous propose au fil de la lecture de noter toutes vos remarques, toutes vos suggestions, tous vos arguments qui vont dans le sens de Mathis, tous vos arguments qui vont contre sa proposition, parce que l'idée, c'est que notre discussion dans les commentaires lui permette d'affiner, de renforcer, de modifier sa proposition. Ce sera un exercice utile pour lui et formateur pour vous, et on va en profiter pour réviser les 4 lieux du genre délibératif, c'est-à-dire les 4 types d'arguments que vous pouvez utiliser quand vous devez tester, quand vous devez argumenter pour ou contre une proposition. Venons-en au texte. J'ai 17 ans, je suis en terminale, et l'année dernière j'ai terminé mon année de première en travaillant de chez moi. Je crois qu'il y a des observations à faire et des idées à tirer de ce test grandeur nature qu'a été cette transformation de l'éducation. Car pour moi, comme pour un bon nombre de mes camarades, ça a été vraiment génial. On est beaucoup plus efficace en travaillant de la maison. Je parle bien d'efficacité, le rapport entre les connaissances acquises et le temps passé. Il faut bien voir qu'au moins 15% du temps en classe est perdu par les professeurs pour obtenir de l'ordre dans la classe. Et puis, il y a le temps pour l'intercours, pour faire l'appel. Par ailleurs, même lorsqu'on travaille, la productivité est inférieure à celle à la maison. En effet, il y a toujours un peu de bruit et toutes sortes de distractions. Face à cela, le professeur ne peut rien faire. Parlons de ces derniers. Il y en a de très bons, mais aussi parfois des mauvais. Dans ce cas, les dégâts peuvent être immenses dans la matière enseignée. Du côté des enseignants, ils font face à des classes parfois en opposition partielle, voire totale, et se retrouvent bloqués sans savoir comment recréer le lien. De l'autre côté, on a l'école à la maison, où chaque élève s'organise comme il le veut, c'est-à-dire qu'il peut prendre plus de temps pour approfondir les matières avec lesquelles il a du mal et aller plus vite sur celles qu'il comprend rapidement. L'autre avantage, c'est le choix des formats. Il existe aujourd'hui des vidéos ayant un lien fort avec le programme qui sont souvent très intéressantes, parfois vraiment passionnantes. On peut changer la vitesse ou revenir en arrière. Il y a néanmoins plusieurs problèmes. D'abord, il faut avoir le matériel et l'environnement pour travailler. Et ensuite, il n'y a pas d'encadrement, de suivi des élèves, raison pour laquelle une bonne partie des élèves n'ont pas avancé comme ils auraient dû pendant le confinement. Remarquez que tous ces problèmes existent aussi en classe et ont un impact majeur sur le parcours scolaire de certains élèves. Certains n'ont pas de lieu pour travailler, et vu comment le travail maison importe sur les notes, c'est un gros problème. De la même manière, les enseignants ne peuvent pas accorder une attention individuelle à chaque élève pour voir comment il travaille à la maison comme en classe. Ce que je propose donc, c'est de diviser toutes les classes par 2, c'est-à-dire que l'on aurait des classes de 15 élèves maximum. Ils sont à mi-temps en classe et à mi-temps à la maison. Pour la maison, on crée une vraie application, regroupant pour chaque classe, chaque matière et chaque chapitre, des vidéos et autres contenus. Il y aurait le cours lui-même, équivalent au cours magistral donné en classe, et quelques autres s'éloignant peut-être un peu plus du programme, mais visant à intéresser l'élève. L'enseignant a un panneau de bord lui permettant de voir les contenus regardés par chaque élève et leurs résultats à d'éventuels QCM. Le travail en classe se concentre plus sur la pratique, avec des exercices où le professeur est là pour débloquer les élèves de leurs éventuelles difficultés, regarder leurs avancées et leur conseiller des exercices adaptés à leur niveau. Ensuite, on pourrait imaginer que les médiathèques et les bibliothèques soient plus souvent ouvertes, ou même que certaines zones du lycée soient ouvertes tous les jours, notamment le CDI. Ensuite, offrir un ordinateur à chaque lycéen à son arrivée en seconde aurait un impact immense. Le coût d'un élève est de 33 180 € pour ses 3 ans de lycée. L'achat d'un bon ordinateur, 500 € estimé en achat de gros, représenterait donc une hausse de seulement 1,5% du budget. Enfin, on pourrait imaginer que l'on soit 16 en moyenne par classe plutôt que 14,5, ce qui permettrait une augmentation de 10% des salaires des enseignants. De l'autre côté, les élèves gagneront en autonomie et on pourrait espérer une diminution des redoublements en première année de faculté. De manière générale, je crois qu'une réforme comme celle-ci plairait aux enseignants car ils pourront faire leur métier sereinement dans une classe à beaucoup plus faible effectif. Cela plaira aussi aux élèves car ils auront une plus grande autonomie et peut-être une meilleure efficacité. Il est fini le temps où l'école était la seule détentrice des savoirs. L'informatique doit être plus qu'un accoudoir. Ça devrait être la place centrale où l'on permet à tous de comprendre et d'apprendre, où personne ne peut être le dommage collatéral des facilités des uns et des difficultés des autres.
qu'autour de cette place gravitent des bâtiments où on prend chaque élève individuellement, où on invite à la pratique dans un vrai dialogue diplomatique. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup réfléchi, cependant je n'ai pas d'idée arrêtée, c'est pourquoi j'aimerais en discuter avec vous. Bon, merci beaucoup Mathis pour ce texte, je trouve ça pas mal du tout, notamment parce que tu fais l'effort de prendre en compte différents points de vue. Celui des bons élèves, celui des élèves en difficulté, celui des professeurs, mais aussi le point de vue politique de ceux qui doivent budgétiser tout ça. Il y a peut-être un absent dans ces différents points de vue, je pense que c'est celui des parents. Mais je suis certain que tu pourrais trouver des bons arguments pour les ramener à ta cause. Et j'ajoute qu'elle a de la chance, cette députée, surtout dans le contexte actuel, d'avoir un citoyen qui comme ça croit en elle. Donc je lui souhaite sincèrement de se rendre compte de cette chance. Et de ton côté Mathis, ce qui serait bien, c'est que tu nous tiennes au courant, de sa réponse ou de son absence de réponse, et que tu gardes à l'esprit que solliciter un député c'est très bien, c'est leur rôle, ça peut avoir un impact, mais que évidemment la politique ne s'arrête pas à ça, et que tu peux décider de lancer un mouvement parce que c'est à ça que devraient servir les réseaux sociaux. Maintenant, c'est à vous tous de jouer. Je vous propose de trouver tous les arguments que vous pourriez utiliser pour soutenir la proposition de Mathis, tous les arguments que vous pourriez lui opposer pour l'aider à affûter ses idées. Et pour ce faire, je vous conseille de vous appuyer sur ce qu'on appelle les lieux du genre délibératif. Donc ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, mais les lieux en rhétorique, c'est des espèces de tiroirs dont vous pouvez tirer vos arguments en fonction de la situation. Et quand on est dans une situation délibérative, où on propose une mesure politique, il y a 4 sources principales dont vous pouvez tirer vos arguments. La première de ces sources, c'est ce qu'on appelle l'opportunité. Est-ce que c'est le bon moment de faire passer une mesure comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités? Le deuxième de ces lieux, c'est celui de la faisabilité. Est-ce qu'on a bien réfléchi à tous les problèmes pratiques qui pourraient se poser si on mettait en œuvre cette mesure? Le troisième de ces lieux, c'est celui de l'efficacité. Est-ce que la mesure proposée est efficace au regard du problème qui est pointé? Est-ce que, au regard de cet objectif qui est d'arriver à un système éducatif plus efficace et plus agréable pour tout le monde, est-ce que la mesure proposée ne peut pas avoir certains effets pervers? Est-ce qu'elle ne peut pas produire plus de mal que de bien? Et puis finalement, vous avez le lieu de la moralité, et donc c'est essayer de réfléchir à l'impact de cette mesure du point de vue de la morale. Et donc du point de vue de la morale, ça veut dire qu'il faut réfléchir en termes d'équité, en termes de liberté, en termes d'égalité, en termes de fraternité. Essayez de vérifier si la mesure proposée permet de concrétiser ou au contraire menace les belles valeurs universelles. J'ai hâte de vous lire sur tout ça et je voudrais aussi en profiter pour remercier tous ceux qui m'écrivent, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui participent à ce projet d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment bien ce qu'on est en train de faire. Et je vous confie le rêve que j'ai en ce moment. Vous savez, je reçois quand même beaucoup de textes. Là, j'ai un rythme de 1 séance par semaine. On avance bien, mais j'ai toujours un risque de me trouver avec une trop grosse charge de travail. Parce que, vous savez, les vidéos que je fais sur YouTube, c'est qu'une seule partie de mon activité. Parce que le gros de mon travail, c'est d'être formateur en rhétorique. Mais si cette chaîne décolle, si ce projet prend de l'ampleur, eh bien, on pourrait imaginer un format super où je pourrais recruter des chroniqueurs. Ça, ce serait vraiment quelque chose qui me ferait plaisir. L'idée qu'on pourrait, ensemble, un peu comme dans l'émission Le Masque et la Plume de France Inter, se retrouver de temps en temps en live pour débriefer ensemble des textes politiques et littéraire, et de sorte qu'il y ait comme ça plusieurs points de vue, qu'on puisse avoir un débat à la fois sur les idées, mais aussi sur le style, sur les différentes sensibilités artistiques et littéraires. C'est quelque chose qui me motiverait beaucoup. Donc on garde ça dans un coin de la tête, et en attendant, je suis ravi de lire tout ce que vous m'envoyez, je suis ravi de vous lire dans les commentaires. Prenez soin de vous, et à bientôt.